Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire et en temps universel. Vous êtes sur RTI 1. Merci d'être au rendez-vous. La Côte d'Ivoire a son stade olympique et c'est un joyau architectural, l'un des plus grands et des plus modernes d'Afrique, fruit de la coopération sino-ivoirienne. Le stade olympique Alassane Ouattara Sisae Bimpe, non loin d'Anyama, a été inauguré hier par le chef de l'État. On ira sur place en tout début de journal. La route Carrefour Jacques Prévert, Ompouto, dans la commune de Cocody, est ouverte depuis hier. Elle a été inaugurée par le Premier ministre pour le bonheur des automobilistes. Il est désormais question d'ouvrir à la circulation la voie principale devant relier les quartiers Bonoumin et Atoban. On en parle dans une dizaine de minutes. Dans cette édition, nous irons au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, qui a abrité la cérémonie Miss Côte d'Ivoire 2020. La plus belle fille du pays est connue. Elle s'appelle Kwadio Marilyn, 18 ans, étudiante, 1,74 m et elle est belle comme tout. Nous revivrons cette cérémonie avec notre reporter culturel, Issa Chonanyeo. Bonjour et bienvenue dans votre journal. La Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire, Petroci, a 45 ans. C'est une société d'État au capital de 20 milliards de francs CFA, créée en octobre 1975. L'unique entreprise ivoirienne qui exerce à la fois sur toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière en Côte d'Ivoire. Petroci fait du E&P, de l'exploration et production, du trading, du transport, du raffinage, de la distribution et même du stockage. Le Dimanche Magazine de ce 4 octobre sera consacré à cette entreprise. Nous avons invité son directeur général, M. Diaby Ibrahima, qui nous a fait l'amabilité de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur le directeur général. Bonjour, merci pour votre aimable invitation. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ça va chez vous? Tout va bien? Les choses se sont calmées à Petroci? Oui, depuis 4 ans, les choses se sont calmées. Ensemble, nous travaillons et nous faisons face à la Covid pour maintenir le cap. Les zones de turbulence sont donc passées? Oui, sauf les turbulences mondiales de la pandémie. Merci. D'accord. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous étiez à Ebimpe hier? Oui, nous avons eu un groupe important qui a répondu à l'invitation de la fédération. C'était superbe. Merci. Bienvenue dans notre journal. On va donc à Ebimpe où le stade olympique a été inauguré ce 3 octobre. Il a été baptisé stade Alassane Ouattara. C'est un stade polyvalent pouvant accueillir du football, du rugby et de l'athlétisme. Il compte 60 000 places et c'est le fruit de la coopération sino-ivoirienne. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin. Tel un athlète victorieux, c'est en triomphe que le président de la République est accueilli au stade olympique d'Ebimpe ce samedi. Le tour d'honneur du chef de l'État suivant son arrivée sous des ovations du public venu nombreux est fondamental quant à l'image d'une Côte d'Ivoire qui gagne toujours avec le même capitaine. Le trophée ici remporté est ce complexe sportif hors pair, véritable joyau architectural qu'il vient livrer et avec tout l'honneur qu'il a de le voir baptisé à son nom. Le stade olympique Alassane Ouattara. C'est la commune d'Anyama qui l'abrite. Son premier magistrat, le maire Amindou Sila, est plein d'émotion quand il exprime sa gratitude au président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, en bâtissant ces merveilleux stades chez nous, vous rendez par la même occasion un hommage mérité à plusieurs enfants d'Anyama qui, par leurs talents divers et variés, ont fait à une certaine époque les beaux jours des ballons ronds. De même pour le ministre Paulin Danho, en charge de l'usage et du bon fonctionnement du stade en tant que ministre des Sports. La Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, est de retour dans le concert des nations. Hier, ici même en Côte d'Ivoire, nous avons accueilli l'Afro-Basket. Nous avons organisé les Jeux de la francophonie et nous nous préparons à accueillir la CAN 2023. Merci pour ce beau stade de 60 000 places aux normes internationales. Merci, infiniment merci. Au nom du président chinois, l'ambassadeur de la République populaire de Chine sur le sol ivoirien a salué les relations exemplaires entre la Côte d'Ivoire et son pays
qui a contribué de manière remarquable à la réalisation du stade olympique Alassane Ouattara. Les relations Chine-Côte d'Ivoire se trouvent sur la voie rapide de développement et au plus haut niveau dans l'histoire. La Chine est disposée à élever le niveau de la coopération et à favoriser un développement meilleur et plus rapide des relations Chine-Côte d'Ivoire. Le président de la République, pour sa part, s'est dit heureux et fier, non seulement parce que ce stade, comme les nombreux autres déjà en construction à l'intérieur du pays, contribue à créer des emplois pour des jeunes, mais aussi parce qu'il est la réalisation de ce qui était le rêve de son père, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Il y a plus de 45 ans, le président Houphouët avait rêvé d'avoir ce complexe sportif. Aujourd'hui, nous avons le stade des BMP. Chers jeunes, voilà, nous vous donnons ce joyau en sachant que tous, vous allez bien vous en occuper et que ce joyau a demandé des milliers d'emplois. Et chers jeunes, je peux vous garantir que nous allons continuer de vous donner des emplois par milliers et par milliers. Et je voudrais vous dire que je suis un homme heureux. Chants, danses et chorégraphies d'artistes ont apporté leur note de gaieté à cet autre moment de communion entre le président Alassane Ouattara et son peuple. Et c'est sans oublier le coup d'envoi du match de gala à ASEC Africa, à cette occasion donnée par le chef de l'État lui-même, ce qui signifie pour le président Alassane Ouattara qu'avec lui, tout est bien parti pour ne plus s'arrêter s'agissant de la promotion de la Côte d'Ivoire à tous les niveaux dont il entend toujours faire son affaire. Cette inauguration du stade olympique est donc historique. L'histoire retiendra également que l'Africa Sport a été battu par l'ASEC Mimosa un 3 octobre à l'ouverture officielle du plus grand stade de Côte d'Ivoire. L'Aigle a volé bien bas hier samedi, totalement à la portée du chasseur ASEC qui n'avait donc qu'à le cueillir. Et c'est ce qui arriva. 2-0 de réalisation de Conan Romaric. L'histoire retiendra que Conan Romaric, transfuge de l'USCB, a permis à l'équipe de la ASEC Mimosa de remporter le premier derby au stade olympique Alassane Ouattara des BMP. 10 minutes ont suffi aux jaunes et noirs pour lancer parfaitement leur rencontre. Sur ce coup franc frappé par Stéphane Aziski, Conan Romaric profite bien de la faute de main du porteur de l'Africa, Yellow Ruben. 6 minutes après la pause, le même Conan Romaric sur une nouvelle balle arrêtée réussit le doublé. Les Aiglons tentent de réagir à l'heure de jeu, mais Dosso Fabius manque sa tête. À 2 minutes de la fin, les Verts et Rouges obtiennent une faute à l'entrée de la surface des Mimos. Hélas, Chikézié voit sa frappe totalement au-dessus des buts de Cissé Abdoul Karim. Les joueurs de Julien Chevalier s'imposent finalement 2-0 et lancent un message fort à leurs adversaires de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021. 2-0 donc pour l'ASEC Mimosa. Bravo à l'ASEC, bravo également à l'Africa qui n'a pas du tout démérité. La prochaine fois sera peut-être la bonne. Le stade Alassane Ouattara est donc inauguré. Le projet a enfin vu le jour. Enfin, parce que ce stade était attendu depuis 1974. Dans cet élément qui va suivre, nos confrères de RTI Sport nous en rappellent l'histoire, ainsi que celle des autres stades que compte la Côte d'Ivoire. 36 ans que le public sportif ivoirien attendait la construction d'un nouveau stade aux normes internationales. Après l'ouverture en 1984 du stade municipal de Bouaké, à l'occasion de la CAN 84, tout semblait s'être arrêté en termes de construction de stade à grande capacité. Avant la construction du stade de Bouaké, il y avait également eu une longue attente. Le stade Robert Champrou de Marcory, bâti dans les années 50, qui a été rénové plusieurs fois, le stade Géo André, construit en 1952,
et rebaptisé en 1964 Stade Félix Houphouët-Boigny, qui a connu plusieurs retouches, et le Parc des Sports, construit en 1975, constituait les grands stades ivoiriens de l'ère postcoloniale. Si les choses s'étaient bien passées, le stade de Bimpé aurait déjà vu le jour il y a quelques années de cela, puisque ce dossier, fruit de la coopération culturelle entre la Chine et la Côte d'Ivoire, date de 1974. Un projet sportif finalisé 46 ans après et qui offre à la Côte d'Ivoire son premier stade olympique grand de 60 000 places. Déjà surnommé l'Arc de Triomphe, le stade de Bimpé est l'écrin d'un vaste projet. L'organisation de la CAN 2023 et le renforcement des infrastructures sportives ivoiriennes. En quête de finalisation de ces travaux, le stade de Bouaké, dont la capacité de 25 000 places, fera place à une arène de 40 000 places. Yamoussoukro, San Pedro et Korogo recevront chacune un stade de 20 000 places. Cela s'appelle faire d'une pierre deux coups. En se rendant hier à Ebimpe pour l'inauguration du stade, le chef de l'État a marqué une halte au carrefour Ndotré dans la commune d'Abobo. Une escale, juste le temps pour lui de lancer les travaux d'élargissement de la sortie est d'Abidjan. Un tronçon long de 23 km, coût des travaux 53 milliards de francs CFA. Les précisions de Mahma Traoré. Abobo, carrefour Ndotré, l'un des points de jonction de la principale voie qui relie le district d'Abidjan aux villes de l'est du pays jusqu'à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Traversant les communes de Yopougon, d'Abobo et d'Anyama, ce tronçon est aussi connu pour être l'un des plus congestionnés d'Abidjan. Ici, là, vraiment, ça nous indispose, hein, vraiment. C'est vraiment pénible. Pénible parce que cette voie n'arrive plus à contenir la densité du trafic. Alors ce samedi, en partance pour la cérémonie d'inauguration du stade olympique des Bimpé, le chef de l'État a marqué une escale au carrefour Ndotré pour lancer les travaux d'élargissement de la sortie est d'Abidjan. Le tronçon à agrandir en une autoroute de 2 fois 3 voies part de la zone industrielle de Yopougon à la station de péage de Thomasé. C'est sur 23 km environ, c'est en 2 fois 3 voies. Donc vous voyez que c'est une route extrêmement large. Vous savez, initialement c'était en 2 fois 2 voies, mais vous savez qu'avec le transport, les Baka, les Roro, si on fait en 2 fois 2 voies, lorsqu'ils vont transporter les gens, il ne va rester qu'une seule voie, alors qu'en 2 fois 3 voies, on sait qu'il va toujours avoir de la place pour que donc, le transport puisse se faire correctement. Il est heureux que ces genres de projets se réalisent parce que Abidjan a plus de 6,5 millions d'habitants maintenant et c'est un grand pôle urbain qui doit s'imposer dans la sous-région comme le pôle le plus attractif en matière de développement urbain et des affaires. Donc je suis très heureux, au même titre que tous les Abidjanais, et nous attendons impatiemment que les travaux prennent fin pour que nous puissions en bénéficier. Les travaux vont coûter 52,9 milliards de francs CFA, dont 18 milliards financés par l'État ivoirien et 34,8 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement. La Côte d'Ivoire, c'est un pays hôte pour nous. Et donc, toutes les choses qui sont très importantes, les projets structurants pour la Côte d'Ivoire, c'est prioritaire pour la Banque. C'est très important d'avoir une stratégie pour élargir les voies d'écoulement de trafic ici à Abidjan. Donc, je voudrais saluer donc, la vision, le leadership de le président Alassane Ouattara et son équipe, monsieur le ministre, pour ce programme de transport urbain d'Abidjan, pour laquelle on est vraiment engagé. L'élargissement de la sortie est d'Abidjan fait partie intégrante du projet de transport urbain d'Abidjan. Les travaux vont durer 17 mois. Et pendant que des travaux sont lancés ici, des routes achevées sont ouvertes là. La route Carrefour Jacques-Prévert-Mpoto dans la commune de Cocody est bien terminée. Après plusieurs mois de travaux, elle est belle, prête à recevoir les usagers. Et le top départ de la circulation sur cet axe a été donné hier samedi par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le témoignage de Francis Boifo. Cette voie permet de relier les quartiers nord de la Djibi, 8e et 9e tranche, à Atoban, dans la commune de Cocody. Elle est désormais ouverte à la circulation après plusieurs mois de travaux. Initialement, pour que les populations venant de la zone nord puissent atteindre le boulevard Mitterrand, ils sont obligés tous de passer soit par la seule voie de la 8e tranche, soit ils passent par le quartier Bonoumen à partir donc du rond-point Ado. Aujourd'hui, avec la réalisation de cette voie, c'est vraiment sur 1,1 km
une arrivée directe sur le boulevard Mitterrand au niveau de la Riviera 2. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était sur le terrain ce samedi pour s'assurer que les ouvrages ont été réalisés conformément au cahier de charges. Amédée Kofi Kouakou était accompagné par le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Le président de la République est au travail avec le gouvernement et tous ceux qui peuvent contribuer à faire rayonner Abidjan. Et nous ne pouvons que féliciter le ministre des Infrastructures économiques et ses collaborateurs pour ces grands projets qui confèrent à Abidjan une autre dimension. Les habitants de Mputo devront également faire preuve de civisme. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a officiellement inauguré ce samedi la route Carrefour Jacques Prévert Mputo. Cette route elle va permettre de faciliter le trajet du plateau à Bingerville. Vous êtes témoin des différents embouteillages qu'il y avait. Nous avons fait le boulevard de France redressé. Malgré cela, il y avait encore beaucoup d'encombrements. Et cette rue, je pense, va être très pratique, va permettre de dégager les voies. Et je suis très heureux pour nos populations. La route Carrefour Jacques Prévert Mputo a été réalisée en 2 fois 2 voies sur 2 km. Le projet a pris en compte le dégagement d'emprises, l'aménagement de la chaussée et la protection de l'environnement. Je voudrais, au nom du gouvernement, dire notre fierté de participer avec le président Ouattara tous les jours à des actions concrètes qui aident les Ivoiriens. La route Carrefour Jacques Prévert Mputo est une section du projet d'aménagement de la Y4. Les travaux ont coûté 12,4 milliards de francs CFA. De Francis Boifo. La vie suit donc son cours, presque normalement, mais n'oublions pas que la santé mondiale est toujours en jeu. La pandémie de Covid continue de sévir. Gare à nous si nous baissons la garde. Restons vigilants, restons concentrés. Environ 7 mois après l'apparition du coronavirus en Côte d'Ivoire, le monstre est toujours parmi nous. Il est toujours fort, toujours rapide, il est toujours mortel. 120 personnes ont succombé à l'attaque du virus depuis le 11 mars dernier, sur un total de 19 849 qui ont été touchés par la maladie. À ce jour, 308 malades se battent encore pour recouvrer la guérison. Le bonheur d'être guéri de cette maladie, 19 421 patients le connaissent déjà et c'est la seule bonne note dans ce tableau opaque. Continuons de nous protéger contre ce virus en respectant les gestes barrières et nous retrouverons des jours meilleurs. Nous aurons à nouveau des jours heureux. Le coronavirus a déjà tué plus d'1 million de personnes à travers la planète. C'est énorme, mais la tuberculose arrive en tête des causes de mortalité d'origine infectieuse à l'échelle mondiale, devant même le sida. La lutte, donc, à ce niveau-là aussi s'accentue. L'ONG Alliance Côte d'Ivoire vient de présenter 10 ambassadeurs de bonne volonté pour la lutte contre la tuberculose. Quelles seront leurs missions? Élément de réponse avec Jean-Marc Djadji. 10 ambassadeurs de bonne volonté, récompensés et présentés par les principaux acteurs de la lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire. L'on dénombre plus de 21 000 cas confirmés de tuberculose par an, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Face à cette ampleur, ces 10 célébrités issues du monde des arts, des médias et des sports auront pour rôle de sensibiliser le public sur les méthodes de prévention de cette maladie et de défendre la cause des victimes de cette épidémie mondiale dans le pays. Si vous remarquez que vous avez une toux qui persiste, rendez-vous au lieu de santé et si vous n'êtes pas tuberculeux, vous ne perdez rien. Mais si vous êtes tuberculeux, vous gagnez tout. Nous, notre rôle en tant qu'ambassadeurs, c'est de sensibiliser les populations sur le terrain. La tuberculose est une maladie qui se guérit quand elle est diagnostiquée tôt. Et on vous dit, le diagnostic est gratuit, le traitement est gratuit. La mise en mission de ces ambassadeurs de bonne volonté s'inscrit dans le cadre d'un projet national de lutte contre la tuberculose soutenu par des ONG et orienté par le Programme national de lutte contre la tuberculose, PNLT. Stop TB a accepté d'accorder un petit financement pour nous aider. Et dans ce financement, nous avons élaboré donc, des activités pour ce financement et il devrait donc parmi ces activités on devait identifier des ambassadeurs. Il y a près de 4000 décès par jour
à travers le monde des personnes qui meurent de la tuberculose. Il fallait qu'on mène des actions durables. En 2019, 393 tuberculeux ont été mis sous traitement par les centres de prise en charge. La Côte d'Ivoire connaît un succès thérapeutique national de plus de 70% selon le PNLT. Et sachez que la tuberculose est entre autres déclenchée par des conditions de vie insalubres. Nous devons donc vivre dans un environnement sain, un cadre de vie propre pour être en bonne santé. Nos caniveaux, par exemple, ne sont pas une poubelle. Nos rues ne le sont pas non plus. Voilà 44 mois que le gouvernement nous le rappelle à travers l'opération Grand Ménage. Et pour ce mois d'octobre, c'est Bingerville qui a abrité hier la cérémonie officielle en présence de la ministre Anne-Désirée Oloto et de notre reporter Grace Kando. Stop, le caniveau n'est pas une poubelle. Ce thème de la 44e édition de l'opération Grand Ménage trouve tout son sens dans la commune de Bingerville. Les canaux d'évacuation installés pour les eaux usées et pluviales sont utilisés à d'autres fins. On retrouve tout dans nos caniveaux. Des pneus, des restes alimentaires, du sable, des bouteilles, des sachets. Tout, vous voyez, tous les petits commerces qui sont en bordure de route, tout se retrouve dans les caniveaux. La commune de Bingerville, pour renforcer la sensibilisation des populations sur le bien fondé de ces ouvrages. On va pérenniser cette action, que la population s'approprie ce bon comportement qui est vraiment d'assainir son cadre de vie pour éviter des désagréments futurs, comme les inondations et puis peut-être les éboulements, parce que les caniveaux sont obstrués. Nous sommes déjà en action. La première phase, ce sera la sensibilisation. Après, il faut passer à la phase répressive. L'objectif final, c'est de donner fier à lui à la commune de Bingerville, de rendre Bingerville propre. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité invite les populations au respect des ouvrages. Les caniveaux sont destinés essentiellement au drainage des eaux de pluie. C'est ce message que nous sommes venus lancer à Bingerville. La bonne utilisation des caniveaux. Il faut rendre les caniveaux propres et désormais qu'ils fassent attention à l'usage de leurs caniveaux. La 44e édition de l'opération Grand Ménage a vu la participation de certaines organisations non gouvernementales du quartier Faya dans la commune de Cocody pour ensemble dire non à l'insalubrité. Non à l'insalubrité, car on le sait tous, la propreté, c'est la santé et c'est l'affaire de tous. On en vient maintenant au projet de renouvellement du parc auto des transporteurs de Côte d'Ivoire. Ce projet du gouvernement pour le développement du secteur des transports continue de toucher les localités de l'intérieur du pays. Les transporteurs des régions du Bélier et de la Maraoué viennent de recevoir leurs véhicules. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. Le développement du secteur des transports est un pan très important de la gouvernance Alassane Ouattara. Pour faire bouger les choses, un vaste programme de renouvellement du parc automobile des entreprises de transport est initié. À l'intérieur du pays, les populations pourront se déplacer dans de meilleures conditions. 13 véhicules, dont 8 cars pour le Bélier et 15 pour la Maraoué. Je me souviens qu'en 2010, à un moment donné, lorsqu'on prenait la voie pour arriver ici, à Touboudi, on ne rencontrait pas un chat sur la route. C'était le désert total. Aujourd'hui, les gens veulent nous ramener encore à ça. Je pense que vous serez les premiers à dire non. Parce que votre secteur sera le premier touché. Donc, chers frères transporteurs, refusez la gabégie. Refusez la violence. N'acceptez pas que les gens utilisent vos cars pour aller faire des mobilisations impromptues et garantes de violence. Chers transporteurs, faites bon usage de ces matériaux roulants neufs pour vous-même, pour les populations, pour le gouvernement et pour l'ensemble des acteurs du transport routier, car des résultats heureux de votre gestion rigoureuse dépendra la disponibilité du gouvernement à contribuer davantage au développement et à la modernisation du transport routier. Une modernisation pour un mieux-être du secteur des transports apprécié par les bénéficiaires. Le transport routier est un secteur extrêmement important et en même temps difficile. Mais le président de la République et le gouvernement viennent d'apporter aujourd'hui un ouf de soulagement
à l'ensemble des transporteurs routiers de Côte d'Ivoire en leur permettant de régler une grave question, celle de l'accès au crédit automobile. Nous voulons ici exprimer, au nom de la grande famille des transporteurs routiers de Côte d'Ivoire, toute notre reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, au Premier ministre, au gouvernement, à notre ministre des Transports, pour cette action qui est posée. Le Béquet, le Hambol, San Pedro, la liste est longue, ont déjà bénéficié du projet. L'objectif reste de visiter toutes les régions de Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Un sujet glamour dans ce journal. La plus belle fille de Côte d'Ivoire s'appelle Kwadio Marilyn. Elle est étudiante, âgée de 18 ans et mesure 1,74 m. La titulaire du dossard numéro 14 a été élue hier soir Miss Côte d'Ivoire 2020 au terme de la 24e édition du concours national de beauté. C'était hier soir donc au Sofitel, Abidjan Hôtel Ivoire, et Issa Yeo nous fait revivre cette cérémonie haut en couleur, une cérémonie pleine de suspense. C'est fait. La nouvelle reine de la beauté ivoirienne se nomme Kwadio Marilyn, 18 ans, 1,74 m. Étudiante en première année de BTS Tourisme, elle obtient les faveurs du public par le voting et celle du jury par ses passages en tenue traditionnelle olympique et son adresse sur la thématique du jour. Elle succède ainsi à Tara Gueye, Miss Côte d'Ivoire 2019. C'était un rêve et ça depuis toute petite. Et Dieu merci, grâce à Dieu aujourd'hui c'était réalisé. Je suis vraiment contente. L'édition 2020 du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire est marquée par la crise sanitaire mondiale du coronavirus. Organisateurs et spectateurs se réjouissent de son bon déroulement. Je tiens vraiment à remercier particulièrement tous nos sponsors. Ce sont eux qui nous ont donné le courage d'arriver aujourd'hui à la soirée de ce 3 octobre. Les parents aussi qui nous ont fait confiance parce que aller à l'intérieur du pays avec le Covid, ça n'a pas été facile. En dehors de ce concours de beauté, c'est une aventure humaine et cette initiative est à saluer. Je suis convaincu d'une chose, un jour, on aura comme Miss Univers une des Miss issues des Miss Côte d'Ivoire. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, magnifie le concours qui met en exergue la beauté féminine. Quand, de son côté, Yolande Bakayoko, représentant la première dame, Dominique Ouattara, demande à la Miss et ses dauphines d'être des modèles à l'image de leur marraine. Mon souhait et ma conviction est de voir ce beau concours de beauté être le reflet le plus fidèle de l'attention que nous portons par conviction à la célébration de la beauté et plus particulièrement à celle de la beauté ivoirienne. Chère candidate, sublime Miss, vous représentez ce soir les 20 plus belles jeunes femmes de Côte d'Ivoire. Vous pouvez être fiers de vous. Sur cette scène, comme dans la vie active, il vous faudra donner le meilleur de vous-même, tout en ayant à cœur les valeurs de respect, de solidarité et d'excellence qui fondent le concours Miss Côte d'Ivoire. La Miss Kwadio Marilyn sera accompagnée tout au long de son mandat par Toutes nos félicitations à Marilyn Kwadio. La diaspora ivoirienne est estimée à plus d'1 200 000 personnes. Elle constitue un potentiel capable d'impulser le développement économique de la Côte d'Ivoire. Pour mieux exploiter donc les compétences issues de la diaspora, le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a organisé récemment une rencontre ici même à Abidjan, une réunion entre les représentants d'organismes internationaux, le patronat et les structures publiques. Francis Boifo. La convention signée entre la Caisse des dépôts et de consignation de la Côte d'Ivoire, CDC et Ecobank va bénéficier à la diaspora ivoirienne. Il s'agit de faire en sorte que les Ivoiriens, partout où ils se trouvent, puissent épargner en toute sécurité et puissent également aussi investir en Côte d'Ivoire. Nous avons un réseau large et nous avons aussi surtout une plateforme digitale qui permet aujourd'hui à nos frères et sœurs ivoiriens qui sont à l'extérieur de pouvoir participer au développement de l'économie ivoirienne. Donc il y a une complémentarité de mandats entre nos deux institutions. La Caisse entend s'appuyer également sur le réseau de la Banque nationale d'investissement BNI pour faire la promotion de son produit CDC Épargne Diaspora. L'accent est mis sur la réalisation des projets immobiliers. Nous avons donc conclu
ce volet avec la BNI, qui va donc assurer le mécanisme financier d'accession à la propriété pour nos parents qui sont encore à l'étranger et qui ont envie d'investir ici en Côte d'Ivoire. L'investissement dans l'immobilier est parfois très risqué pour nos compatriotes de la diaspora. Et donc le fait d'avoir un véhicule extrêmement crédible comme la Caisse des dépôts et de consignation, il faut le répéter, qui est le principal véhicule d'investissement dans l'économie ivoirienne, et la BNI, qui est aujourd'hui la principale banque à capitaux publics, ça offre une certaine crédibilité et cette plateforme justement pour permettre à nos compatriotes de pouvoir investir en toute sécurité. Le produit CDC Épargne Diaspora soutenu par le gouvernement sera lancé bientôt à Abidjan. Comme promis, c'est l'heure d'aller au magazine, comme chaque dimanche. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un pour qui le pétrole est la tasse de thé. Il est docteur d'État en géologie pétrolière, un PhD. Il a été directeur de la géologie, ancien directeur des mines et géologie, directeur des hydrocarbures. Et aujourd'hui, Diaby Ibrahima est directeur général de Petrosi, la Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire. Et c'est à ce titre que nous le recevons aujourd'hui dans le magazine du dimanche. Bienvenue encore une fois, Monsieur le directeur général. On démarre avec ce reportage. Créée en octobre 1975, la Société nationale des opérations pétrolières de Côte d'Ivoire, Petrosi, avait pour mission essentielle la promotion du bassin sédimentaire ivoirien et le développement pétrolier. 45 ans après, ses ambitions ont évolué, et ce à travers la réalisation de nouveaux projets conformes aux normes internationales. Aujourd'hui, la Petrosi, avec son directeur général Ibrahima Diaby, ont mis en œuvre d'importants projets de développement depuis quelques années, des projets qui portent des fruits aujourd'hui. La Petrosi enregistre à son actif la mise en production de plusieurs champs pétroliers et gaziers, dont Bélier, Espoir, Lion, Panthère, Foxtrot et Baobab. L'ambition de la Petrosi est de répondre aux enjeux, l'ensemble des activités en termes de valorisation des ressources naturelles et la protection de l'environnement. L'une des spécialités de la Petrosi, c'est bien le transport, la distribution et la commercialisation du gaz butane. Elle dispose aujourd'hui de 3 appontements permettant de réceptionner les navires de capacité allant de 8 000 à 35 000 tonnes. Depuis avril 2018, l'entreprise ivoirienne est devenue l'unique importatrice de gaz butane en Côte d'Ivoire. L'approvisionnement régulier de ces appontements permet à la Côte d'Ivoire d'éviter les ruptures. Dans le cadre de ce projet, des centres amplisseurs de grande capacité ont été réalisés afin de répondre aux besoins croissants de consommation nationale de cette énergie, qui est passé de 22 000 tonnes en 1993 à 350 000 tonnes en 2018. La Petrosi s'est dotée de 3 sphères de stockage d'une capacité de 6 000 tonnes et 3 cigares de capacité de 300 tonnes à Abidjan. 3 cigares de stockage de 115 tonnes ont été réalisés également à Bouaké. Et 3 centres remplisseurs de capacité de 500 tonnes ont été également réalisés à Abidjan, avec un mini-centre remplisseur à Bouaké. Entreprise citoyenne, la Petrosi se charge de partager le bénéfice du pétrole à travers sa fondation. Plusieurs actions sociales sont menées régulièrement. Il s'agit de la construction de centres de santé et d'écoles, avec l'assistance sociale aux couches démunies, sans oublier le financement d'activités génératrices de revenus au profit des femmes et des jeunes. Monsieur le directeur général, quelles sont vos missions à Petrosi? Merci pour l'invitation. Je crois que l'élément l'a évoqué, mais Petrosi est l'instrument de l'État, société d'État créée le 21 octobre 1975, pour être présente dans toute la chaîne, depuis l'exploration, la production du pétrole brut en mer ou à terre, son transport, son raffinage, puisque nous sommes l'actionnaire le plus important de la CIR, son stockage et sa distribution. Et avec le pétrole, il y a le gaz naturel qui est distribué à des sociétés et des industries, et également le butane qui a été évoqué dans l'élément. Vous êtes grand actionnaire à la CIR, mais vous l'êtes aussi à Gest aussi. Nous sommes l'un des actionnaires à part égale, mais aujourd'hui, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, depuis environ 1 an, conduit une action de révision, puisque la Gest aussi a été constituée à l'origine par l'État et Petrosi. Et donc, Monsieur le ministre a lancé une action visant à restructurer le capital. Et nous espérons que cela nous permettra, au nom de l'État, d'engager des actions encore plus fortes. D'accord. Et vous, parmi vos activités, vous avez une fondation, vous avez également, ou vous aviez des stations d'essence aussi. Tout à fait. La fondation Petrosi que vous évoquez est une ONG, c'est une organisation à but non lucratif, créée en 2007, qui permet à Petrosi de mieux structurer ses appuis, ses actions de société citoyenne, notamment pour créer des écoles en milieu rural,
des centres de santé, des maternités, des puits. Nous avons construit plus de 32 écoles, des classes, des forages, une trentaine ici et là, et participer à des évacuations sanitaires et j'en passe. Et concernant les stations, vous avez cédé l'enseigne à une entreprise privée? Voilà, ce qui s'est passé, c'est un peu plus complexe. Vous savez, en 2014-2015, il y a eu une crise du secteur pétrolier mondial, la chute des cours, et nous avions vraiment beaucoup de dettes qui nous venaient depuis longtemps, depuis les années 2008. Et devant ce tableau, la Petrosi s'est retrouvée en déficit fort. Et de bénéficiaires, l'exercice est tombé, disons, à environ 39 milliards. Donc l'État nous a actionné pour mettre en œuvre un plan de restructuration qui demandait notamment qu'on puisse se séparer d'activités où nous perdions de l'argent. L'activité station-service, en ce temps-là, perdait de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes actionnaires minoritaires, c'est-à-dire à 20%, dans tous nos réseaux de stations qui ont le nom Petrosi, mais ont aussi le logo de Puma. Une entreprise privée que vous citez sur notre plateau. La facture vous sera déposée. Oui. Quel est l'état des lieux de notre sous-sol, monsieur le directeur général? Notre sous-sol... en termes de pétrole. Oui, en termes de pétrole et de gaz naturel, la Côte d'Ivoire a un grand potentiel. La Côte d'Ivoire, vous le savez, est peut-être le seul pays d'Afrique de l'Ouest dont le gaz naturel produit localement permet de produire l'énergie électrique. Et nous sommes vraiment un exemple qui est cité à chaque mission du fonds. Et pas plus tard que la semaine dernière, monsieur le ministre du Pétrole et le Premier ministre, qui ont inauguré l'école du pétrole à Yamoussoukro, ont évoqué cela. Donc nous sommes un pays qui a un bon potentiel gazier, qui optimise ses ressources gazières et qui, avec son climat des affaires, se bat pour continuer à attirer des investisseurs dans le domaine du pétrole. On a même aujourd'hui des véhicules qui roulent au gaz naturel, notamment avec les véhicules Sotra. Tout à fait. Nous avons travaillé, Petrosi et Sotra ont travaillé plus d'une dizaine d'années pour aboutir à expérimenter la faisabilité. Et nous avons mis en place les équipements de remplissage, nous avons payé des véhicules et aujourd'hui, vous avez les bus de cette compagnie que vous avez mentionnée, qui est une société d'État, et cela marche bien, ça contribue à la protection de l'environnement et à réduire la facture énergétique de cette société sœur. Et si on ne peut pas encore dire qu'on est en train de devenir un pays pétrolier, est-ce qu'au moins notre pétrole est de très bonne qualité? Oui, la Côte d'Ivoire a cette chance, c'est qu'elle a un pétrole, un brut qui est léger. C'est un brut de haute qualité sur les marchés. Sa densité est faible. Densité faible et dont le raffinage permet de produire beaucoup d'éléments légers, le kérosène. Ce qui revient souvent, c'est qu'on nous demande pourquoi est-ce que nous exportons ce brut, parce que nous le vendons, il se vend très bien. Les cargaisons sont vendues bien longtemps avant que le bateau ne soit plein. Et par contre, la cire, et ça, mon collègue du DG de la cire pourra un jour vous détailler cela. On a aussi du jet aviation chez nous ici. Tout à fait. La chaîne de raffinage de la cire produit du jet aviation qui est exporté par bateau ou par des camions-citernes spécialisés vers les pays voisins. Petrosi aujourd'hui a 45 ans, monsieur le directeur général, 45 ans, près d'un demi-siècle d'existence. Quelle a été votre contribution au secteur pétrolier d'une part, et puis surtout à l'économie nationale en 45 ans? En 45 ans... Vous avez parlé de quelques actions déjà de la Fondation. Oui, en tant qu'entreprise citoyenne, Petrosi a été présente et le ministère de l'Éducation nationale peut attester de toutes les actions menées au niveau des écoles, des cantines, des latrines et le grand centre de secours de Ziagnon qui est sur l'autoroute, qui est un exemple. Ça, c'est au plan des actions sociales directes. Et Petrosi est aujourd'hui l'une des 3 plus importantes sociétés du portefeuille de l'État qui apporte sa contribution. Et à ce niveau, mon collègue, le DG du portefeuille de l'État, pourra vous détailler cela. D'accord. Et enfin, nous avons formé des hommes et des femmes et des agents de Petrosi en son temps ont été détachés à la cire et ont permis de créer Geste aussi, et j'en passe. Et on se souvient que vous revenez de loin, hein. Il y a quelques années, vous étiez en quasi-faillite, au bord de la cessation de paiement carrément, 40 milliards de pertes.
Oui, nous étions dans une situation très difficile. Hein. C'était la période fin 2015-2016. L'environnement pétrolier mondial y a concouru, mais aussi le stock de la dette de certains projets que nous traînions depuis longtemps. Et l'État a pris des actions fortes, des décisions fortes pour nous permettre et nous demander de nous restructurer, faire l'inventaire des activités déficitaires et nous en séparer ou devenir minoritaires, telles que les stations-service. Est-ce que ce n'est pas le résultat d'une gestion, d'une mauvaise gestion, une malgouvernance qui a produit cela? Bon, je ne m'exprimerai pas ainsi parce que vous verrez que le secteur pétrolier mondial est sujet à la conjoncture. Le prix du pétrole brut... Là, je parle principalement de Petrosi même. Bon, là, effectivement, les activités génératrices de revenus, telles que la distribution de carburant aux stations-service ou la vente de gaz butane dans des bouteilles, évidemment, nous pouvions avoir une gestion et une commercialisation plus agressive. Ça, c'est vrai. Mais lorsque j'ai eu la chance d'être mis en charge de la mission, l'état des lieux et ma mission étaient de redresser. Et de votre redressement a consisté à mettre des pères et des mères de famille dehors, à la rue. Oh, vous savez, lorsque nous avons pris les fonctions qui sont les nôtres, nous avions en main ce tableau de moins 40 milliards, nous avions le risque de fermeture et nous avions également un audit RH qui nous parlait de sureffectifs très importants, de près d'un tiers des effectifs qui étaient alors d'environ 600 personnes. Mais au finish, suivant les instructions que nous avions reçues, nous devions nous battre et faire le maximum, négocier la dette, arrêter les projets non rentables ou qui pouvaient être reportés. Et c'est ce que nous avons fait. Et finalement, 50 personnes ont été renvoyées. 48 personnes ont été renvoyées. Ça faisait 9% des effectifs alors. Mais dans le même temps, je vous signale que la conjoncture mondiale, en ce temps-là, des sociétés majors, dont je ne citerai pas le nom, ont par exemple dû se séparer de 2000 collaborateurs. D'autres sociétés ont carrément fermé. D'accord. On va revenir à ce qui nous intéresse ici, ce qui nous concerne. Sur les 48, pourquoi ils sont tous des Akans ou d'autres ethnies, mais pas des personnes du Nord ou très peu, une petite poignée, comme le DG peut-être est du Nord? Qu'est-ce qui se passe? Non, là, je voudrais vraiment relever ce point. Ils ne sont pas tous d'une seule ethnie. Si vous revenez là-dessus, vous verrez qu'à l'image de toute la population de Petrosi à l'époque, et même maintenant, toute la Côte d'Ivoire est représentée à Petrosi. Sauf que toute la Côte d'Ivoire, toutes les ethnies n'ont pas été vraiment renvoyées. Il y a eu... Oh non, pas du tout, parce que il y avait des doublons, il y avait également des agents que l'audit avait trouvés n'étaient pas à leur place. Et dans la liste de ces 48 collaborateurs qui sont partis, il y avait tout le monde. Hein. Il n'y a pas eu de ciblage particulier. Lorsque vous avez un doublon, vous n'avez pas de possibilité de prouver le contraire. Et comme par hasard, il y avait que les Akans qui étaient en doublon. À Yamoussoukro, vous étiez à Yamoussoukro, à l'INP. Oui. Vous avez ouvert une école de pétrole. À quoi ça répond, une école de pétrole, aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Je pense que là, merci pour votre question. Monsieur le ministre du Pétrole, le ministre Sissi Abdraman, et nous étions sous la présidence de son Excellence le Premier ministre, c'est encore un défi que la Côte d'Ivoire lance. Parce qu'il ne faut pas attendre de découvrir un gisement de classe mondiale pour chercher à former des locaux. Tout comme il y a 45 ans, le président Houphouët, paix à son âme, a pris la décision de créer Petrosi, ce qui nous a permis d'avoir les cadres que nous avons et d'avoir aujourd'hui une industrie structurée avec la société nationale présente dans toute la chaîne. Je crois que c'est la même décision courageuse qui est prise aujourd'hui pour former des jeunes dans une langue pratiquée partout dans le monde. En anglais. Ce qui a été fait. D'accord. Voilà. Et l'école de pétrole, est-ce que vous avez les équipements qu'il faut pour donner la formation qu'il faut à ces étudiants? Les équipements sont là, les logiciels importants ainsi que les stations de travail sont déjà en place et le directeur général de l'Institut et le directeur de l'école ont reçu tout l'appui qu'il faut du ministère en charge du pétrole. Les experts d'une institution internationale spécialisée dans le pétrole sont déjà en place et j'ajoute que la plupart des formateurs seront des praticiens, c'est-à-dire des personnes
hommes et femmes qui sont à l'œuvre, qui sont actifs dans le bassin, qui sont actifs sur l'un des 4 blocs qui sont en production en Côte d'Ivoire. Donc ce sont des jeunes hommes et femmes. Il y a 27% de jeunes dames dans cette première promotion. Même si l'Assemblée nationale demande 30%. Dites-nous, en 20 secondes, c'est quoi votre vision stratégique pour les prochaines années? 20 secondes. En 20 secondes, je dirais que Petrosi tient le bon bout. Si la conjoncture mondiale se maintient, si ensemble nous sortons des affres de la pandémie, Petrosi pourra faire la révolution pétrolière. Nous construirons de nouveaux appontements. Nous pourrons mieux servir et la Côte d'Ivoire et la sous-région. Et nous deviendrons un hub plus important dans le secteur du pétrole et de l'énergie en général. Et votre signature, c'est produire de l'énergie pour une nation forte. Une nation forte. Merci. Monsieur Diaby Ibrahima, directeur général de Petrosi. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de votre entreprise qui a aujourd'hui 45 ans, 45 années de contribution à l'économie nationale, 45 années de citoyenneté. Merci encore d'être venu nous voir. Bon retour et surtout, bon anniversaire. Merci. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci d'être toujours fidèles à ce rendez-vous. C'est le vôtre, car la RTI prend toujours grand plaisir à vous servir le meilleur. Bon dimanche sur nos antennes.